Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 275e rencontre en endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense joie de recevoir Sandrine Roudex. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Nathalie. Alors ce soir je te reçois pour ton dernier roman qui est paru le 6 janvier dernier aux éditions Le Passage qui s'appelle Pas la guerre. Le voilà, je pense qu'on le voit bien. Avant qu'on rentre dans notre discussion, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent te poser des questions par l'intermédiaire des commentaires, soit sur la page Facebook, soit sur l'onglet Discuter. Et Frédéric viendra te les poser à la fin de notre entretien. Comment ça va, Sandrine? Écoute, très bien, je suis ravie d'être là avec toi, avec vous, de faire ce live, de parler de ce roman. Voilà, je suis très La heureuse. guerre, c'est un cinquième roman. Ouais. Il ne faut pas oublier. L'année dernière, tu en avais sorti un autre. Là, on revient sur toute autre chose. On est aussi dans l'intime et j'ai envie de reprendre une phrase que j'ai trouvée sur ton site internet parce que tu n'es pas seulement écrivain, tu es aussi photographe et tu dis que tu es une raconteuse de gens. C'est quoi une raconteuse de gens? Eh bien, je crois que pendant un moment, j'avais ces deux casquettes. Ça fait une douzaine d'années que je publie et plus d'une quinzaine d'années que je suis photographe. Et j'arrivais pas à être les deux. Ça veut dire que dans les dîners, dans les soirées, dans les journées, dans mes rencontres, lorsqu'on me demandait ce que je faisais, soit je disais que j'étais photographe, soit je disais que j'étais écrivain, mais j'arrivais pas à dire les deux. Et un jour, je me suis posée en me disant, mais quel est le lien? Alors, évidemment, moi, j'en vois plein de liens qui sont des liens instinctifs, qui sont des liens euh, de rapport au monde et de réflexion dans ma tête. Et puis, je me suis dit que finalement, dans les deux cas, je racontais les gens. Par la photo, je les raconte de l'extérieur et dans l'écriture, je les raconte de l'intérieur, avec toujours ce mouvement quand même du visible à l'invisible et du dit au non dit. Hmm. Voilà. Alors, pas la guerre, est-ce que tu peux nous résumer, parce que ça c'est la grande tradition avec moi, en une minute, ce roman? Alors, Pas la guerre, c'est l'histoire d'un jeune couple, Franck et Assia. Ils ont tous les deux 25 ans. Ils sont très amoureux, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Seulement, ils viennent d'emménager ensemble et rien ne va plus. Depuis qu'ils ont emménagé, ils n'arrêtent pas de s'engueuler. L'appartement est devenu un champ de mine. C'est d'où, entre autres, le titre. Et le livre va raconter une nuit de dispute dans ce couple. La première page, on cueille, si je peux dire, Franck et Assia en train de faire l'amour dans la chambre. Et tout le livre va raconter comment, après que Assia ait eu une parole malheureuse, dès cette première page du livre, Franck va partir à l'autre bout de l'appartement et tout le roman va raconter le mouvement des troupes, si je peux dire, la troupe d'Assia, la troupe constituée par Assia, la troupe constituée par Franck, avec ce mouvement d'attirance, répulsion, de désir, mais en même temps la raison, le corps, toutes ces oppositions qui font une dispute. Et évidemment, tout ce qu'on emmène dans une dispute, parce qu'on n'est pas seul, on emmène notre famille, nos origines, nos griefs, nos injustices, nos blessures. Et tout ça, ça fait beaucoup de monde finalement dans l'appartement. Parfait. Donc là, tu nous emmènes dans un huis clos assez percutant et qui se décompose en deux personnages, une nuit, trois actes. Moi, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui est très important. On en parle souvent au cinéma ou au théâtre, mais c'est le décor. Est-ce que le décor était si important pour toi de nous amener dans un appartement et que ce soit la nuit? Oui, bien sûr. Alors d'abord, pourquoi? Parce qu'en tant que photographe, en fait, quand j'ai commencé à faire des photos, on me disait que j'écrivais mes photos. Et quand j'ai commencé à publier des romans, on m'a dit que je mettais en image euh, mes mots. Donc je pense que évidemment tout le temps ces deux outils, ces deux moyens d'expression se rejoignent. Et la question du décor, c'est une question de cadre. En cinéma, en photo, on fait d'abord le cadre, c'est-à-dire on décide où les bords de l'image vont s'arrêter, ce qui est dans le champ et ce qui est hors champ. Et tout ce qui rentre dans ce champ a une importance capitale. Si on décide quand on fait un plan de cinéma, il se trouve que je suis aussi scénariste, ou quand on fait une mise en scène de photo, un portrait, si on décide de laisser un bout orange, une tasse orange dans le plan, c'est qu'on a décidé que cette tasse orange, on en avait besoin, soit pour la couleur, soit pour la forme, soit parce que ça vient remplir un vide, soit parce qu'il y a un sens par rapport au personnage. Et donc, moi, je travaille beaucoup mes décors. Et lorsque j'écris, je pars systématiquement d'une scène, d'une photo mentale
d'une scène fixe en l'occurrence, donc c'est vraiment une photo, on est plus dans la photo que dans le cinéma, et je vais rentrer à l'intérieur du décor, donc encore une fois, du visible à l'invisible, pour mettre en émoi, mettre en mouvement les personnages qui s'y trouvent. Et tu me posais la question de la nuit, donc la nuit est importante aussi parce que la nuit, tout est exacerbé, les émotions sont exacerbées, les sentiments, les rancœurs, encore une fois. On a deux personnages qui au départ en plus sont nus puisqu'ils sont en train de faire l'amour, donc il y a aussi la nudité qui rajoute de la vulnérabilité, qui rajoute de l'authenticité quelque part dans la manière qu'ont chacun des personnages de se présenter à l'autre à ce moment-là. Et donc tout ça, c'était important pour moi de les mettre en scène dans un appartement qui est un appartement, un petit appartement dans lequel a emménagé Assia, qui appartenait à Franck. C'est la mère de Franck est morte et elle a légué à son fils ce petit appartement. Et donc l'appartement va très vite se transformer en des espaces très importants visuellement dans le livre parce que tout va s'y jouer, toute la sensorialité des personnages va s'y jouer. Je parle du toucher des draps, je parle des bruits des voisins, du bruit de l'extérieur. On est sur une avenue très bruyante, très passante, donc il y a des klaxons, il y a des bruits de voix. Tout ça va s'inviter dans la dispute et forcément rajouter à l'animosité et à la tension entre les deux personnages. Ouais, c'est vrai que ça donne toute la dimension au roman, hein, ce décor. C'est pour ça que je me suis permis de te poser cette question. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi... donc ça pourrait être un personnage aussi, cet appartement, quelque part. Ouais, pardon, vas-y. Oui, oui, ça pourrait être un personnage. Ça l'est comme au théâtre, comme un chœur, comme un observateur extérieur, mais qui pour autant va donner de la voix, si je peux dire, par les bruits qui vont amplifier les ressentis des personnages. Et il y a un autre personnage aussi très important, moi je trouve, c'est le silence. Le silence, il est très important dans ce roman. J'espère que nos amis lecteurs feront attention à ça parce que lui aussi, il donne une certaine... Rien n'est au hasard dans ce roman. Alors, on sait que le photographe, c'est l'observation. Alors, toi, tu as fait de ton terrain, j'ai envie de dire, de jeu, d'écriture, l'intime, puisque c'est ça. Pourquoi avoir choisi cette thématique de l'intime? Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'intime? Disséquer les rapports humains, c'est quoi qui t'intéresse exactement? Je crois qu'avant tout, c'est qu'est-ce qui m'intéresse dans l'écriture. Quand je dis écriture, c'est vraiment l'acte d'écrire, c'est pas l'acte de lire, parce que je peux m'intéresser à plein d'autres choses évidemment dans la lecture, mais dans mon écriture, ce qui m'intéresse, c'est de me servir des mots pour comprendre et quelque part pour réinventer, comprendre et réinventer. Ça veut dire que travailler sur le silence, c'est travailler sur le bruit, évidemment par opposition, et travailler sur les silences dans un livre qui est peuplé de mots, ça veut dire aussi travailler sur la forme des pages avec les espaces blancs, les retours à la ligne, les mots ou les phrases orphelines, donc toute seule dans un paragraphe. Voilà, c'est une respiration qui m'est nécessaire et qui m'était d'autant plus nécessaire dans ce texte qu'une dispute, c'est bruyant et donc forcément, pour être juste, il fallait rétablir ce silence-là. Il y a aussi une question, donner la part belle au silence, c'est aussi mettre en valeur par opposition le verbe, le pouvoir des mots, le pouvoir des mots qui blessent dans le cas des disputes, le pouvoir des mots qui peut enfermer chacun dans sa tour d'ivoire, plein de reproches et enfermé sur soi. Et donc les mots parfois empêchent d'aller vers l'autre. Et le silence, paradoxalement, c'est ce que le personnage, en l'occurrence Dacia, va découvrir, c'est que le silence peut permettre d'aller vers l'autre, alors qu'elle, qui est une fille de mots, va s'enfermer, s'embourber dans ses mots. Oui, ça Voilà. reste Et donc inversé un chacun des peu. personnages va faire un chemin. Assia est une bavarde, Franck est un taiseux, et tous les deux vont éprouver les multiples couleurs du silence et du verbe pour mieux les utiliser et pour ne plus en souffrir. Alors, il y a trois actes. Tu as choisi de les appeler avec des mots militaires.
quoi, de la stratégie militaire, plus exactement, puisqu'il y a le repli, l'approche et l'assaut. Pourquoi avoir choisi justement, est-ce que pour toi, l'amour, c'est aussi associé à la guerre quelque part? Eh bien, je crois que oui. Mais je dis je crois parce que d'abord, je n'ai pas fini d'explorer ce vaste sujet qu'est l'amour, que ce soit en écriture, mais aussi dans la vie. Et ensuite, parce que je crois que être amoureux, c'est une chose, aimer, c'en est une autre. On tombe amoureux, c'est le début d'une histoire. Il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup d'élan, d'inconnus. Tout ça nous tourne la tête et on commence à aimer. Donc, on commence vraiment à éprouver l'amour au bout de quelques temps, quand on est un peu plus en confiance, et que là, on découvre les défauts de l'autre, les manies, les tics et les tocs. Et, et parfois, on voudrait nous faire croire que, voilà, une fois qu'on est aimé, qu'on aime et qu'on est aimé, ça y est, c'est super, il n'y a plus d'inquiétude, tout va bien. Et je pense au contraire que aimer est une guerre. Alors, guerre, c'est sans doute un peu fort, mais en tout cas, est un combat de chaque jour, ou en tout cas de chaque moment, parce que très vite, on peut se replier sur notre individualité. Et l'amour, c'est vraiment accepter l'altérité et donc laisser une place à l'autre. Et dans mon livre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai mis en scène une guerre de territoire. Assia arrive dans le territoire de Franck, qui est donc l'appartement, et lorsqu'elle arrive, elle arrive avec son espoir d'une vie commune, donc d'un territoire commun, sauf que Franck, lui aussi, il voulait ça, bien sûr, mais il se sent envahi. Et elle, se sentant, le sentant avec ce regard-là, va se sentir rejetée. Et tout ça, évidemment, ravive les blessures personnelles, enfantines, souvent, puisque beaucoup de blessures viennent de nos vécus d'enfants, de chacun des personnages. Mais il y a des grands thèmes très importants, puisque derrière tout ça, il y a quand même l'histoire de la quête de l'identité, la transmission, l'émancipation de la femme. Tout ça va revenir dans cette, j'ai envie de dire, cette guéguerre. Moi, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de majuscule à pas la guerre. Alors ça, alors, j'adorerais que ce soit ma volonté. Ça aurait pu et ça aurait du sens parce que quelque part, ça voudrait dire qu'on ne parle pas de la grande guerre, mais d'une autre forme de guerre. Mais en fait, c'est simplement la charte graphique de mon éditeur, qui est une très belle charte, en l'occurrence, en tout cas, qui, moi, me plaît beaucoup. Il y a des codes dans les titres, on met des majuscules tout le temps, et finalement, pourquoi? Après tout, pourquoi? Voilà. Et donc, je trouve que vraiment, c'est bien pas de moi, mais ça se prête bien à cette quête de l'intime que je mène, de réduire la distance entre les choses et les gens et les sujets. Et finalement, une majuscule, c'est quand même une grande porte. Et là, il n'y a pas de porte, on est directement avec le titre, donc avec l'autre. Alors, est-ce qu'il faut avoir de l'empathie pour son sujet quand on écrit ce genre de livre? Oui, je pense automatiquement. C'est Renoir dans le cinéma qui disait que chacun a ses raisons, chaque personnage a ses raisons, et que lorsqu'on écrit des scénarios, on devrait être capable d'écrire à la place d'un serial killer, Baptiste Ellis l'a fait, ou de n'importe quel méchant, parce qu'il est gouverné par sa propre raison, et sa propre raison, si on est en empathie avec lui, c'est-à-dire si on essaie de se mettre vraiment dans sa tête avec ses sentiments, ses émotions et son histoire, donc son présent mais aussi son passé, comprendre, rien justifier, mais en tout cas le comprendre et arriver à être un tout petit peu en émotion avec lui. Voilà. Moi, dans mes personnages, je le suis toujours. C'est d'ailleurs une des raisons aussi qui m'a poussée à l'écriture au tout début. Mon premier roman est sorti il y a une douzaine d'années, ça s'appelait Attendre. C'était un livre très personnel puisque j'y racontais entre autres l'abandon de mon père en fait. Et dans le livre, j'ai choisi de donner la voix à trois personnages et qui étaient la fille, donc
moi, jeune fille, quand j'avais 16 ans, à la mère et à mon père abandonnant. Et donc, en me mettant dans sa peau, j'ai clairement fait cet exercice d'essayer de comprendre ses raisons, pourquoi il avait abandonné l'enfant, le bébé que j'étais à cette époque. Et donc, pour Franck et Assia, revenons-y, c'est la même chose. Je me suis mise dans la peau d'Assia. C'était plutôt facile parce que Ouais. quelques qualités et défauts d'ailleurs, on a les mêmes, pas tout. Mais je me suis aussi mise dans la peau de Franck et c'était aussi intéressant de me mettre dans la peau d'un homme qui, en l'occurrence, a été dyslexique, a arrêté ses études, n'en a pas fait, n'aime pas parler, il se sent enfermé, il se méfie des mots. Pour lui, la parole est un danger, est une menace, ce qui est tout l'inverse de moi. Et donc, c'était très intéressant aussi, et ça permet, je crois, d'avoir un texte équilibré avec deux points de vue qui se confrontent et qui racontent une histoire d'amour. Alors toi qui es spécialiste de l'intime, hein, de la question de l'intime, parce que dans tous tes romans, c'est un peu le fil rouge, comment on fait justement pour passer de ce monde qui nous entoure, à ce monde de l'intimité, à la fiction? Comment on traverse, comment on franchit la frontière de ça? C'est compliqué, c'est facile, hein? J'ai l'impression que les mondes s'épousent, il n'y a pas deux mondes et un petit couloir. C'est vraiment le même monde pour moi. Ça veut dire que dans tous mes romans, je mets beaucoup de moi, de mes vécus, de mes émotions, parfois vécues et parfois projetées. Et donc, cet intime, en fait, je m'y glisse assez facilement. Et puis, c'est ce qui m'intéresse. Ça veut dire aussi que dans mon rapport au monde, dans mon rapport aux autres, dans mes discussions avec mes copains, avec mon entourage, je suis celle qui pose beaucoup de questions, et puis des questions un peu frontales, un peu intimes. Voilà, j'ai cette curiosité-là qui m'habite et qui en permanence me fait rendre les échanges toujours un peu équilibristes. Alors, d'un point de vue littéraire, moi j'ai trouvé que par rapport à tes autres romans, il y avait des figures de style très intéressantes. Comme tu as dit, il y avait des phrases orphelines. Il y a aussi des verbes qui sont mis. Je ne sais pas si je peux le montrer à l'écran, si ça se voit très bien. Mais par exemple, là, vous voyez, elle met je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Il y a des verbes qui sont mis comme ça ou des expressions. Il y a aussi une phrase qui revient toujours et qui va changer sans rien dévoiler parce qu'il faut que nos amis lecteurs découvrent ce livre. C'est nouveau ça, j'ai l'impression. Mais ça apporte beaucoup de profondeur et de poids au récit, du coup. J'ai trouvé ça très intéressant. En plus, le fait que ça soit, c'est un texte court, je crois qu'il y a quoi? Il y a 156 pages. Bon, après, je ne le voyais pas plus long. Nous, on a l'impression d'être dans la pièce, d'être projeté dans la pièce, de les voir, de voir à travers les murs, de voir leurs réactions. Donc ça, c'est la qualité des descriptions qui sont quand même incroyables. Les sons, ouais, on a l'impression de tout sentir. Effectivement, quand tu parles des draps, on entend le petit bruit. Euh, T'avais envie de faire quoi avec ces figures de style? C'était En quoi fait, j'appellerais pas ça des figures de style, mais tout ce que tu dis c'est présent, voilà, c'est ça. C'est-à-dire les verbes, les phrases toutes seules, les respirations, des mots. Pourquoi? Parce que je voulais, comme tu le dis précisément, basculer le lecteur dans une expérience. Ce qui m'intéresse dans mon écriture, dans chacun de mes romans d'ailleurs, mais sans doute celui-ci plus encore. Peut-être que Diane dans le miroir, c'était quand même assez similaire. Ça se passait aussi en une nuit d'ailleurs, tiens, j'y pense. Il y avait un seul personnage. Je fais de plus en plus huis clos. Mais parce que ça permet de faire vivre l'expérience, de faire vivre la sensorialité. Lorsque le passage que tu viens de montrer, c'est un passage, ça doit être le deuxième ou troisième Oui. chapitre, Franck a entendu les mots horribles que Assia lui a dit. On ne saura pas à ce moment-là quels sont les mots. Il est parti dans le salon et puis nerveusement, il cherche un truc à manger. Il va dans le salon, puis après dans la cuisine et il prend un bout de pain et un bout de fromage. Et donc, dans le livre, ce côté mordre, déchiqueter, avaler, j'écris un certain nombre de phrases sur ce qui se passe dans sa tête, et puis je reviens, mordre, déchiqueter, avaler. Ce que je veux faire en faisant ça, c'est que le lecteur morde, déchiquette et avale quelque part en même temps que Franck. Et comme d'un chapitre à un autre, je le fais changer de point de vue, notre lecteur, tantôt je le mets dans la peau de Assia, tantôt je le mets dans la peau de Franck, je veux qu'il éprouve aussi quelque part la différence des corps,
la différence de réaction, l'impulsivité de l'un, la colère rentrée de l'autre. Et donc, ces phrases orphelines, ces verbes, ça crée aussi une musicalité dans le texte qui permet aussi de rendre bavard cet appartement qui est aussi, comme tu le disais au début, un des personnages du roman. C'est vrai qu'il y a un peu la mémoire des murs, on a envie de voir ça. Et est-ce que tu peux répondre à cette question qui est quand même posée dans ton roman, c'est l'amour fait-il perdre sa liberté? Vous aurez 4 heures. Non, parce qu'il y a du fond. C'est pas une simple dispute d'un couple qu'on peut lire dans certains romans. Il y a vraiment de la réflexion. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, effectivement, on les connaît pas, nous, Franck et Assia, on déboule dans leur chambre, là, on les surprend quelque part. Mais il y a cette universalité, c'est-à-dire le lecteur se ramène à lui des souvenirs de disputes, des scènes, des choses comme ça. Et puis après, il y a tout ce qui est l'histoire de l'acceptation. Et c'est vrai qu'en lisant je l'ai relu cet après-midi, j'ai relu des passages et je me suis dit, oui, effectivement, là, il y a quand même un fond qui est quand même très important. Vivre avec, c'est accepter les défauts de l'autre, tout ça. Donc, tu ne peux pas répondre à la question. En fait, c'est pas que je peux pas, c'est que je peux essayer. Ça sera pas une réponse aussi profonde que la question l'est. Je pense qu'en tout cas, c'est une menace qu'on a tous ressentie et que j'ai mise en scène d'autant plus forte avec ces deux personnages qui sont jeunes et qui donc arrivent jeunes, neufs, frais dans cette aventure qu'est l'amour et en même temps vont aussitôt se cogner à des murs, les murs de l'altérité, les murs de l'autre, et vont avoir peur de se faire mal et de se déformer, de se perdre et de se déformer. Si on reprend la métaphore du mur, ça veut dire que le personnage s'est cogné et puis finalement, maintenant, il va avoir une grosse bosse ou bien ça va lui avoir cassé un genou et il aura une jambe tordue. Et je pense que c'est le risque qu'on prend tous lorsqu'on tombe amoureux, c'est perdre en tout cas, c'est le risque, c'est la menace dont on a tous peur, perdre une partie de soi, s'oublier au profit ou de l'autre, ou du couple, ou de la famille. Quand il y a des enfants, c'est encore une autre problématique, mais c'est le même axe. Ça veut dire que, moi je poserais la question à l'inverse, comment rester un individu, comment rester un quand on est deux à vivre ensemble, ou trois, ou quatre, ou cinq. Et mes personnages, par leur jeunesse, vont se prendre cette question vraiment de plein fouet et vont tenter d'y répondre au départ en se disant c'est pas ma faute, c'est la faute de ma famille, moi j'ai été élevée comme ça. Et puis finalement, on va comprendre avec eux que c'est à la fois plus simple et plus compliqué, ou plus compliqué et plus simple que ça. Mais qu'il y a un vrai travail à faire ouais, sur comment rester soi, comment ne pas se perdre dans les désirs de l'autre, comment ne pas se perdre, mais c'est valable aussi dans la société, comment ne pas se perdre dans le désir de son patron, dans ce qu'on attend de nous, et parfois on ne fait plus que se comporter comme on attend de nous, et on oublie de se comporter comme nous, on aimerait être. Alors, ils sont jeunes, mais ils vont très loin, hein, parce que ça va jusqu'au poids des origines. Parfois, ils sont sans filtre. Qu'est-ce qu'il y a de plus de Franck chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de Franck chez toi ou de Asia? Qu'est-ce qu'elle est C'est une chouette question. Alors, le plus simple, ce serait Asia, non pas parce que c'est une jeune femme, mais parce qu'elle est prof de lettres classiques, hein, donc elle manie les mots. Elle est plutôt exubérante, extravertie, en tout cas, elle maîtrise le langage et elle n'a pas peur de mettre des mots, elle a même besoin de mettre des mots sur tout ce qui se passe dans la vie, ses joies comme ses peines. Donc en ça, je la retrouve. Évidemment, prof de lettres classiques, écrivaine, bon, on a un parcours commun? elle a une encre commune, on pourrait dire. Ce que j'ai de franc, et puis une autre chose avec Asia, c'est qu'elle est d'origine marocaine et que moi je suis d'origine espagnole. Et donc il y a cette double culture, ce passé qui n'est pas vraiment notre passé parce que Asia comme moi on est né en France. Mais en même temps il y a une famille derrière, il y a des ancêtres, il y a des histoires, il y a des façons d'être et de faire qui ne sont pas forcément exactement les mêmes qu'en France ou qu'à Paris. Et donc ça nous rapproche. Franck, j'aurais avec lui cette
ce besoin de solitude que lui éprouve. L'histoire de Franck, il est né dans une famille où son père et sa mère s'engueulaient beaucoup. Et pendant ces engueulades de lui, il s'enfermait dans son placard avec ses jeux, avec son ballon de foot, et c'était l'endroit où il se sentait bien. Et après, il a continué ce repli en s'enfermant dans une forme de bulle imaginaire, de placard imaginaire. Et moi, je peux avoir ça. J'appelle ça faire l'oursonne. Et mes amis le savent, il y a des moments où je fais l'oursonne. Voilà, comme Franck. Mais leur réaction s'inverse un peu parce que justement tu dis que Assia elle est assez exubérante et finalement elle se referme avant de dire tout ce qu'elle a à lui dire, finalement elle se remet dans le silence et lui qui est un taiseux, lui il va faire du bruit, c'est-à-dire qu'il va allumer la télé, il va jouer aux jeux électroniques, il va faire des choses un peu, ça aussi c'était voulu, bon, on imagine que oui c'est voulu, mais c'était quoi le but de montrer ça? C'est par rapport à la génération, par rapport à marquer quelque chose de fort? Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est parce que je pense que au moment des disputes, on sort de nous. On est énervé, on est blessé, on est touché, on est brûlé. Et donc, on sort de notre contrôle habituel ou de notre paix habituelle. Ça peut être du contrôle, ça peut être juste de la sérénité. Et donc, on devient des autres moi. Et qui parfois font le contraire de ce qu'ils sont habituellement. Et dans les actes et dans les mots. Souvent, on dit dans les disputes, on a dit des choses qu'on ne pensait pas, qui ne sont pas nous, mais simplement on est tellement énervé que c'est sorti. Et donc, je trouvais que mettre en scène ces personnages et également dans des situations qui ne leur sont pas forcément immédiatement ressemblantes, c'était intéressant. La deuxième chose, c'est que Franck, je l'ai fait jouer aux jeux vidéo parce que je trouvais un parallèle intéressant entre cet homme qui est taiseux et qui, pour passer sa colère, va se mettre à jouer dans un jeu de guerre et à tuer des soldats sur son écran. Quand Assia va venir lui parler, elle ne va pas réussir, enfin en tout cas à le capter, à capter son attention, et elle va devoir se mettre devant son écran. Et je trouvais intéressant qu'il y ait cette dualité entre les bruits, les actions des militaires à l'écran et Assia qui en chemise de nuit, chair offerte, et qui, elle, essaie au départ de discuter avant que ça ne s'envenime pour ne pas en dire plus. Est-ce que ça peut pas être aussi une confrontation du réel et du virtuel? Bien sûr, de tout l'imaginaire qu'on se fait dans nos têtes lorsqu'on se dispute sans savoir exactement ce que l'autre pense et pourquoi il l'a dit, bien sûr, c'est intéressant. Alors, il fallait absolument qu'il y ait trois actes comme au théâtre, mais est-ce qu'on aurait pu avoir, après l'assaut, l'armistice? Ou non, il fallait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas ça qui m'intéressait d'aller vers ça. Je pense que le projet de ce livre, c'était de décortiquer une dispute, entre autres, avec tous les autres projets, de parler du poids de la famille, le pouvoir des mots, tout ça. Et une dispute, c'est de décortiquer les mécanismes d'une dispute, tout ce qui vient se mêler. Et donc, s'il y a armistice, ben, il n'y a plus de dispute. Donc, c'est pareil dans l'écriture. Si on écrit, on fait des romans sur des gens qui vont bien, à qui ils n'ont aucun problème, il n'y a pas d'histoire. Donc, Ça n'existe pas. c'est en mettant les gens dans des conflits qu'on les fait vivre des choses et se dépasser. Alors après, on revient au parcours de tragédie. Soit il y a des parcours du héros vertueux, soit le héros a un parcours tragique, mais en tout cas, face aux forces du destin et des dieux, et si on revient dans l'Antiquité, dans la mythologie, il va se transformer et devenir un meilleur moi ou un pire moi. Je vais en revenir à la couverture. C'est une photo d'un lit. Est-ce que le lit, la symbolique, c'est que c'est un ring? C'est quoi la symbolique de cette couverture? Ben, c'est exactement ça. C'est le terrain de combat par prédilection, c'est le champ de bataille. Dès le départ, j'avais en tête cette couverture. Donc, il se trouve que c'est la première couverture que je n'ai pas faite de mes romans. D'habitude, je l'ai fait tout le temps en tant que photographe. Et puis, celle-ci, je voulais une photo comme ça.
Et j'ai pas eu beaucoup de temps depuis la rentrée. Et donc, j'avais envoyé à mon éditeur cet été, je voyageais et d'Airbnb en Airbnb, j'essayais parfois de faire des photos de draps, mais le décor m'allait pas et puis je repartais aussitôt. Et donc, c'est le super directeur artistique des éditions du Passage qui m'a fait une sélection. Et un jour, il m'a dit, je crois que j'en ai une pour toi. Et voilà, et c'était celle-ci que je trouve très belle, à la fois douce et à la fois grumeleuse au niveau du grain de la photo, un peu dure. Donc, il y a à la fois de la tendresse, de la douceur des draps, et en même temps, il y a du quadrillage un peu noir. Je la trouve très belle. Voilà. Et on se recommande de l'écriture d'un livre pareil. On est fatigué, Je suis on toujours est content de fatiguée. les quitter, de se dire, bon, c'est bon, ils sont bien engueulés là maintenant, ils vont me laisser tranquille. Ou Non. non, comment ça se Non, passe? parce que les personnages continuent de vivre. En fait, moi, je suis habitée par tous mes personnages. Rose, Lola, Diane, voilà, Asia et Franck et les autres. Par contre, je sors toujours fatiguée d'un livre parce que, comme je travaille sur l'intime, comme j'essaie d'un livre à un autre de chercher toujours plus, donc il y a à la fois le fond, l'intime, les sujets que j'ai envie de creuser, sur lesquels je lis beaucoup avant aussi. Je mélange des romans, des essais, ma propre expérience que j'ai envie d'en dire, et la forme aussi. Il y a un moment où j'ai presque la nausée. C'est un truc que j'avais raconté à mon premier éditeur chez Flammarion, que j'adore, et l'éditeur en question. Et il m'avait dit, mais c'est bon signe, Sandrine, c'est bon signe. Si vous avez la nausée, c'est que vous êtes sur le point de terminer votre livre. Et sur la première fois, je me suis dit, ah ouais, super. Alors, être écrivain, c'est avoir la nausée. Et en fait, être écrivain, c'est avoir plein de joie dans l'écriture, plein de moments de doute aussi, des difficultés, des vertiges, page blanche, page noire, enfin, le trop écrit ou le pas assez. Mais à la fin, quand le livre est terminé, je le sens parce qu'effectivement, je commence à ne plus en pouvoir et j'ai besoin de le fermer. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui est plus compliqué? Trouver le titre d'un livre ou le prénom de ses personnages? Le prénom de mes personnages, les titres, je les ai tout de suite. Euh, je les ai tout de suite. Celui-là, je l'ai eu tout de suite. Non, ça a été le deuxième. Et le premier, j'ai longtemps hésité, mais en fait, voilà, mais ça a été le deuxième. En fait, j'ai besoin d'avoir un titre de travail avant presque de commencer à écrire. Et d'ailleurs, tous les jours, j'ai des nouveaux titres pour les prochains romans que je n'ai pas encore écrits, que peut-être certains je n'écrirai pas. Mais j'ai régulièrement des titres. J'aime beaucoup cette idée cet exercice de trouver un titre qui soit à la fois fidèle à ce qu'on a envie d'être et de dire, tant sur le fond que sur la forme. Voilà, mon premier roman, c'était un infinitif. C'était important pour moi. J'avais décidé que le premier livre, ça serait un infinitif. Je voulais quelque chose de court, qui rappe un peu, le dreux à la fin rappe. Le précédent, Ce qu'il faut d'air pour voler, c'était un livre autobiographique sur l'histoire avec mon fils, sur la parentalité, le syndrome d'Univide. Là, c'est un titre que je voulais poétique et en même temps tendre, même si le livre n'est pas forcément tout le temps tendre parce que c'est difficile de voir son enfant partir de la maison. Et celui-ci, Pas la guerre, je voulais un titre court, revenir à des titres courts. J'aime plutôt les titres courts d'habitude, et quelque chose qui rappe et en même temps qui surprenne. Et je trouve que cette manière de mettre un pas devant, voilà, c'est encore une recherche formelle qui m'intéresse et que je vais continuer de mener de titre en titre aussi. Et quand tu écris, est-ce que tu es Sandrine Rodex, l'écrivain, ou la photographe vient taper sur l'épaule en disant non, non, il ne faut pas que ça soit comme ça, c'est pas visuel, c'est pas esthétique, ou pas du tout? Comment ça se Je passe? crois, je pense que quand je commence à écrire, je suis d'abord photographe. Ça veut dire que, alors non, le sujet d'écriture, la structure, tout ça, c'est l'écrivain, c'est des notes, des mois de notes, de lecture, de réflexion,
Word où on change, où on copie-colle. Et puis quand on copie-colle pour changer les parties de place. Et puis quand je commence à écrire, là, je prends ma casquette de photographe parce que j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, partir d'une scène visuelle dans laquelle je plante mon personnage et je vais raconter ce que ce personnage, selon que je suis de son point de vue, ou bien j'ai un point de vue omniscient, mais je suis souvent dans des caméras embarquées avec mes personnages et j'aime bien partir de ce qu'ils voient pour aller, donc du visible, pour aller vers l'invisible et raconter l'intime, c'est quand même raconter comment tout ce qui s'agite en nous et qu'on ne voit pas. Donc forcément, ça va du visible à l'invisible. Donc de la photographe à l'écrivain, de l'image au mot. Alors, une question très facile et très drôle. C'est quoi le plus important, le poids des mots ou le choc des photos? Alors le poids des mots sans aucun doute. L'image, je crois que je l'aime de plus en plus avec des mots. C'est un travail que j'ai commencé l'année dernière avec mon précédent roman. J'ai mené en parallèle un travail d'expo sur des photos de famille que j'avais détourées, retravaillées sur Photoshop, noir, blanc, tout ça. J'avais enlevé des décors qui ne m'intéressaient pas, j'en avais gardé d'autres, sur des scènes précises de moments de fusion et de diffusion avec mon fils. Et par-dessus, j'ai écrit. Voilà. Et il y a pas mal de photographes, enfin, il y a quelques photographes qui ont fait ça. Hervé Guibert a fait ça, par exemple. Il y a un Américain dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Peter quelque chose, qui a fait ça aussi. Voilà. Et je trouve ça de plus en plus intéressant de mêler les deux. Et qui est ton premier lecteur? Est-ce que c'est ton éditeur ou il y a une autre personne? Est-ce que ton Non. fils lit tes romans? Alors, Je mon présume fils, que le précédent, il l'a lu. il a lu uniquement l'avant-dernier, donc pas le dernier, l'avant-dernier, celui qui parlait de lui. Ouais. Voilà. Non, il n'en a lu aucun autre, à ma connaissance. Maintenant, comme il est grand, il ne me dit pas tout. Et ensuite, mon premier lecteur, c'est mon éditeur. Oui, je fais jamais lire à personne d'autre avant parce que j'ai trop peur d'être sensible à des regards qui pourraient me faire douter de ce que je voulais faire. Et comme on dit, les conseillères ne sont pas les payeurs. Et donc, en fait, je préfère que ce soit mon éditeur avec qui on a une relation de confiance, que ce soit chez mes éditeurs précédents ou aujourd'hui au passage, qui va me dire, voilà, là, je pense que c'est super, là, il me manque un truc, j'ai pas compris quelque chose. Et comme je vais travailler avec lui jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment de la sortie, de l'accouchement du livre, de la publication, ça me semble avoir du sens et je me sens en confiance. J'aurais trop peur de me laisser désorienter et que ça affecte ma colonne vertébrale d'écriture. Là, c'est un texte court. Est-ce que tu as beaucoup coupé? Ça a été compliqué de resserrer ou ça s'est fait naturellement? Non, en fait, au départ, c'était une nouvelle que j'avais écrite à la demande de Jean-Marie Laclaftine, donc un éditeur de chez Gallimard, qui voulait faire un recueil collectif de nouvelles sur le thème de la paix et qui avait demandé à plusieurs écrivains du monde entier, d'ailleurs. C'était un joli projet de France, d'Afrique du Sud, d'Israël et de plein d'autres endroits. Et puis finalement, on n'a pas été assez nombreux à répondre présent. Ça a été compliqué, ils voulaient le faire en 3 langues, en français, en anglais, en allemand. Et donc, le projet a été avorté. Et Jean-Marie m'avait dit, qui avait lu ma nouvelle, m'avait dit que c'était un très joli projet et que peut-être je pourrais en tirer un court roman. Voilà, et donc j'ai suivi son conseil et ce livre. Donc, la nouvelle, c'était il y a presque une dizaine d'années. Donc, entre-temps, voilà, l'eau a coulé sur les pages et les livres. J'en ai écrit d'autres livres avant de me remettre sur ce projet. Et là, tu es reparti dans l'écriture ou tu fais une pause avant de... J'en meurs d'envie, je trépigne, je note des sujets. Pour l'instant, je suis en recherche de sujets. En fait, en même temps, j'ai toujours les mêmes sujets. Donc, je suis en recherche d'angles, plus exactement, dans les sujets qui m'intéressent. Et j'espère m'y mettre le mois prochain. Dès que voilà, la promo du nouveau sera un peu plus calme, j'en meurs d'envie, je piaffe. Ça repart très vite, en fait, Ça la dépend, création. ça dépend. Il n'y a pas de règle. Parfois, c'est des grands déserts et parfois, on est tout au bord d'une rivière et puis l'eau coule et nous emporte aussitôt. Et est-ce qu'un jour, il y aura un héros
ou un personnage qui sera photographe, ou pas du tout? Tu n'as pas envie d'avoir un Et personnage. ben, tu vois, c'est marrant parce que cet après-midi, alors, alors, Diane dans le miroir, c'était une héroïne photographe parce Oui. que mais c'était Diane Arbus, donc elle a existé, c'est une photographe américaine. Vous pouvez trouver, donc Diane dans le miroir est sorti au Mercure de France. Vous pouvez aller le trouver en médiathèque parce que je pense qu'en librairie il n'y est plus, Il n'y c'est est en plus. 2015. Donc allez dans les Ouais, médiathèques lire Diane dans le miroir. Et ouais. les premiers c'était en 2010 aussi, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Et donc, dans Diane dans le miroir, je me suis mise dans la peau de Diane photographe, mais donc personnage qui a existé. Et cet après-midi, figure-toi que je me suis dit, donc comme je suis vraiment, tous les jours, je note un angle de sujet, et je me suis dit que peut-être une piste, ça serait voilà, de me mettre dans la peau d'une femme photographe, mais qui ne serait pas vraiment moi, parce que j'ai pensé à une particularité que je n'ai pas du tout, mais qu'elle pourrait avoir, et qui m'emporterait dans un chemin d'aventure qui pourrait m'intéresser. Intime, évidemment. À suivre. Bah oui, oui, si tu quittes ton terrain de jeu, j'ai envie de dire, c'est pas drôle parce que tu n'as pas fini de l'explorer et tu le fais très bien. Donc je vois que Frédéric est de retour. Donc je vais lui laisser la parole. Tu n'as pas de son, Frédéric, je crois. Ah oui, je n'ai pas de son. Oui, si j'active le micro, ça ira mieux. Alors, je sais bien qu'on a parlé de la nausée et de la fin des livres, mais Claude voudrait savoir qu'est-ce que vous avez ressenti personnellement après avoir terminé votre livre. De l'épuisement, comme si moi aussi je m'étais disputée. Comme je suis très très proche de mes personnages, hein, vraiment très en empathie, et puis j'essaie de ressentir de l'extérieur mais de l'intérieur tout ce qu'ils ressentent, j'avais l'impression d'avoir traversé un ouragan. Et forcément, ça m'a un peu déséquilibrée dans mon propre couple parce que ce qu'on met à vif dans l'écriture, parfois ça nous emmène dans des endroits qu'on n'avait pas imaginés au moment du début d'écriture. Et forcément, on se dit, ah ouais, mais alors, et moi, dans mon couple, comment ça se passe? Voilà, donc c'est une fatigue et des questions. C'est Ça assez joli, je rappelle, trouve que ce soit mes personnages finalement qui m'emmènent à réfléchir. ça rappelle la fin d'une chanson de Brel qui parle de tout ça. Et à un moment, il dit « Et toi, ma belle, comment vas-tu ?» qui ramène les choses. Alors, justement, en parlant de fin d'écriture, est-ce que la fin d'un scénario, c'est pareil ou est-ce que c'est très différent? Ouais, c'est très différent. Alors, ça n'empêche pas qu'on fasse vraiment corps avec nos personnages, mais c'est tellement codifié le scénario. Y a des versions successives. Un scénario, c'est d'abord un synopsis, c'est-à-dire le résumé du livre en soit une page, soit 10 pages. Voilà, donc c'est un synopsis court, un synopsis long. Après, on va vers un traitement. Donc là, c'est presque du scène à scène, mais raconté dans les grandes lignes. Donc, scène à scène, on va dans le détail. Ensuite, il y a la version dialoguée où on va rentrer dans les dialogues. Et donc, finalement, à force de repasser sans cesse, de plusieurs manières différentes, on perd l'émotion pure qu'on avait au départ lors du premier jet. Donc, quand on lâche le scénario, on est hyper heureux de la suite, de voir ce que le réalisateur va en faire, parce que lui-même va apporter sa créativité et va en faire son œuvre. Donc, ce n'est pas le même détachement, ce n'est pas le même déchirement, si je peux dire. Est-ce que ça a changé votre façon d'écrire, le fait d'entrer comme ça dans le scénario? Est-ce que ça a changé votre façon d'écrire dans les romans? Un tout petit peu, enfin un peu, oui, 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 un peu, parce que j'ai toujours écrit ce que j'appelle des romans immobiles. Le roman immobile, c'est pour moi des aventures verticales et non pas horizontales. On ne part pas d'un point A et chronologiquement on arrive à un point Z. Enfin, j'écris pas 100 ans de solitude, mais je raconte des romans qui partent de la surface et qui vont en profondeur. Et donc, apprendre à écrire des scénarios, j'ai fait une école de cinéma il y a 5-6 ans, j'ai repris des études, m'a permis de sans doute rajouter un peu de dramaturgie, un peu de ce qu'on appelle la tension narrative, la tension romanesque, qui permet, sans que le lecteur s'en rende compte, de lui faire tourner les pages de manière fluide. En tout cas, c'est vers ça qu'on a envie que le lecteur aille, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas au milieu du livre, oh, bah, finalement ça ne m'intéresse pas. Donc je pense que la dramaturgie et l'art du scénario m'a appris à maintenir
fortement un lien avec mon lecteur, même dans mes romans plutôt psychologiques et toujours d'émancipation féminine. Toujours avec un héros, une héroïne ou un héros à la fin qui se transforme d'une manière ou d'une autre. Les fameux enjeux que réclament les producteurs. Exactement. Qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il va perdre? Alors, il y a une participante qui est blogueuse, qui a comme nom de blog Squirrelito, que nous connaissons bien dans les rencontres. Elle dit déjà bravo Sandrine pour ce roman. Le sujet ne semblait pas pour moi, mais grâce à votre écriture et style de narration, j'ai adhéré. Une question, vous parlez de gagner du temps, mais aussi peut-être laisser le temps, point d'interrogation. Ce temps peut être nécessaire pour évacuer tout le lourd poids du passé des deux protagonistes? Oui, alors je pense que le temps est un grand maître, il règle bien des choses. Je crois que c'est Montesquieu qui a dit ça. Mais le temps, on en a tous besoin du temps. Et donc le temps, oui, il règle des choses, ne serait-ce que en fonction pansement. Ça veut dire que la plaie peut toujours être là, mais le temps dépose une petite couche une gaz entre la douleur et nous, qui rend cette douleur sans doute plus supportable. Je pense aussi que la question du temps permet de voir les choses différemment. Ça veut dire, encore une fois, avec la question de l'empathie, de se mettre à la place de nos parents, de se mettre à la place de nos grands-parents et de comprendre que leur passé, leur histoire et la leur appartient et qu'on n'est pas obligé, même si parfois on le croit par fidélité, par loyauté familiale, on n'est pas obligé d'épouser la cause de nos parents. On peut la respecter, on les respecte eux, on respecte leur cause, mais on n'est pas obligé de reproduire tout ce qu'ils font, tous leurs combats. Et je pense que ça vient avec l'âge aussi et la maturité. Dans mon livre, les personnages, encore une fois, sont jeunes, ils ont 25 ans, donc ils ne se font pas encore la part des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'à 50 ans, on la fasse mieux. Mais on sait qu'il faudrait la faire. On sait qu'il faudrait la faire. Et je pense aussi que il y a des étapes de vie qui nous permettent de mieux comprendre nos parents. Par exemple, lorsque on devient nous-mêmes parents, on peut comprendre que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, même si parfois c'était pas bien. Voilà, parce que nous aussi, parfois, on n'est pas des machines, on n'est pas des êtres parfaits, on est des humains, et donc on a raté des choses. Et si nous on a raté, donc on peut comprendre que nos parents aussi aient raté des choses. Alors, il y a une question de Delphine qui dit: est-ce que tous vos livres partent d'une expérience personnelle? Je n'ai lu que ce qu'il faut dire pour voler, mais pour le moment, j'ai beaucoup aimé. Alors, oui, tous partent d'une expérience personnelle, même Diane Arbus. Donc, Diane dans le miroir raconte la dernière nuit de la photographe américaine Diane Arbus. A priori, je ne suis pas Diane Arbus, mais je suis photographe, je suis une femme, et donc toute la question de la féminité dans la photographie et de l'identité, de l'émancipation, c'est aussi des vécus que j'ai eu 50 ans, voire 70 ans après Diane Arbus. Donc oui, et même Franck et Assia, je le disais au début, lorsque Nathalie m'a demandé qu'est-ce que j'avais en commun avec chacun de mes personnages, voilà, je ne suis pas d'origine marocaine, j'ai plus 25 ans, mais cette dispute-là, je l'ai vécue. Pas exactement comme ça, mais en tout cas avec des choses qui m'ont donné, qui étaient suffisamment fortes et interrogeantes pour que ça me donne envie d'écrire dessus, quitte à les transposer dans la jeunesse, parce que j'avais envie de raconter comment ça s'exacerbe encore plus. Et on n'en a pas parlé, mais aussi parce que pour écrire ce livre, j'ai discuté avec 2 jeunes maghrébines qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup éclairée sur leur… Moi, j'avais mon ressenti, ma vision, et puis un premier texte qui était écrit. Et quand elles l'ont lu, elles ont affiné des choses en fonction de leur génération, ce qui est important pour moi aussi. Et évidemment, en tant que photographe, c'est l'image. Les mots, c'est abstrait dans l'air et dans la pensée et dans tout ce qui nous traverse. Quelle est la place, et je pose cette question aussi parce que vous avez été reporter et que vous avez pas mal voyagé, quelle est la place du corps dans votre écriture? Dans ce livre-là, elle est très importante, cette place, puisque les 2 corps sont nus.
déjà au départ. Ensuite, on est dans un appartement et les corps vont se déplacer. Et sensorialité que je convoque dans mon écriture, ils vont bouger, je vais les faire expérimenter, je vais faire expérimenter au lecteur les pas de Franck, les pieds de Franck, il va s'habiller, son corps, son sexe, sa nuque, la nuque regarde Assia va caresser. En fait, pour moi, la question du corps dans ce livre est très importante parce que c'est les forces en présence, ce sont deux corps qui vont se combattre, se désirer puis se combattre. Et que dans les corps, il y a tout ce que la bouche ne dit pas, tout ce que les mots ne disent pas, et donc tout ce non-verbal qui est important aussi dans une dispute. Après, dans mon écriture en général, le corps est aussi important parce que comme je pars de photos mentales dans chacun de mes romans, dans chacun de mes chapitres, dans lesquels je me projette en tant que personnage. Même si je suis un homme, un personnage masculin, je suis dans la peau de cet homme-là et je suis au bord de la mer, il y a un caillou bleu, là il y a un phare à ma droite. Et en fait, j'ai besoin de voir avant d'écrire. Et même si je vois dans mon imaginaire, et voir dans mon imaginaire, c'est donc projeter mon corps dans les scènes que je décris pour essayer de les ressentir sensoriellement pour pouvoir le traduire par des mots sensoriels, ou en tout cas une écriture sensorielle qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire en faisant appel aux odeurs, au bruit, au toucher, évidemment à la vue, au goût parfois, si ça s'y prête. Le goût de la salive de la première page, je raconte que Assia a encore la salive de Franck, qui viennent de s'embrasser, donc elle a encore un peu de ce goût-là. Je raconte le parfum de Franck, tout ça. Pour moi, c'est important parce que ce que j'espère, ce que je vise, ce dont je rêve, c'est que mes lecteurs, en lisant mes livres, vivent l'expérience des personnages, soient vraiment dans une espèce d'immersion sensorielle de l'aventure. Voilà. Oui, c'est ce qui fait que les livres sont très proches de nous et très marquants. C'est quand on peut s'identifier et les ressentir avec le corps. Eh bien, je n'ai plus de questions et je crois que nos lecteurs n'ont plus de questions non plus. Mais en tout cas, c'était très intéressant et très explicite sur je dirais, la cuisine de toute l'écriture. Donc, Nathalie, je te repasse la parole. Moi, je voudrais que Sandrine nous fasse un conseil de lecture, parce qu'elle ne va pas échapper à cette question-là non plus. Alors, en fait, j'ai plein de livres autour de moi, et alors j'en ai plein, et donc je ne peux pas en choisir un. Alors, j'en ai choisi deux, qui sont écrits à Marguerite Duras et de Pardon et Rance, mais qui sont vraiment des livres de chevet. Et c'est vrai que c'est à la fois la photo et l'écriture. Et j'en ai un autre qui est un petit bonheur. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage. Alors, il faut que je mette comme ça? Non, non. Tu le vois? Ouais. C'est magnifique. C'est à la fois des images, à la fois des textes. Ça peut être des réflexions. C'est écrit parfois en poésie. Il y a des planches. C'est magnifique. Voilà. Qui a écrit ce livre? C'est Godard. D'accord. C'est les histoires du cinéma de Godard. C'est chez Gallimard, hein, c'est ça? C'est chez Gallimard dans la blanche, ouais. Superbe idée, magnifique. C'est mon amoureux qui me l'a offert pour Noël et voilà. C'est magnifique. Le rapport de couple m'a rappelé quelque chose tout à l'heure, c'était cette phrase magnifique, mon amour, nous ne ferons qu'un, oui, mais lequel? Tellement vrai, tellement ça. Tellement ça, c'est une espèce de lutte en permanence et évidemment, le chemin, c'est la troisième personne, quoi. Le couple est une troisième personne et puis il y en a un et deux. Donc moi, je vous conseille d'aller en librairie. Vous pouvez aller aussi à la librairie des Batignolles, qui était notre librairie partenaire ce soir. Vous procurez Pas la guerre. Alors, on le voit facilement hein, il interpelle, hein, parce que en général, on n'a pas l'habitude de voir un lit défait sur une couverture de livre. Donc, c'est aux éditions Le Passage, Sandrine Roudex, Pas la guerre. Et depuis le 6 janvier, sur vos tables de librairie, vous le trouverez encore. Sandrine, avant de te laisser le mot de la fin, nous, on se retrouvera le 9 février avec Virginie Carton pour son dernier livre qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle Restons bons amants aux éditions Viviane Ami. Donc Sandrine, je te laisse la lourde tâche de faire la conclusion de cette rencontre. Eh bien, merci à toi Nathalie, merci à Frédéric, merci aux lecteurs, spectateurs d'avoir été avec nous. Et vive la lecture et vive la librairie.
Plutôt pas mal. Alors, allez en librairie, Pas la guerre, donc Sandrine Rodex aux éditions Le Passage. Merci beaucoup Sandrine, merci Frédéric, à la semaine prochaine et puis passez toutes les deux une belle soirée. À bientôt.